Si tout le monde est d'accord, on va peut-être commencer. J'espère que tout le monde m'entend. Ce serait tellement bien si je retrouvais mes lunettes. Ce serait normal. Qu'est-ce que c'est que de grippe? Bah, elles sont là. C'est pas la grippe là dans ce cas-là. C'est l'Alzheimer déjà. Mais... J'ai l'excuse d'avoir beaucoup travaillé tous ces temps. Alors, selon l'usage, et je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou dans le désordre, merci d'être ici. Bon, bah, c'est vrai que c'est toujours difficile de faire venir les gens. Il fait froid, tout le monde a beaucoup de travail, c'est difficile de se parquer, etc. Mais ça n'en rend que plus... remarquable votre présence ici, et vous remercier d'être ici, bah, c'est implicitement et explicitement remercier les organisateurs qui se sont donnés énormément de mal, et notamment Martine, et puis qu'il me soit permis de souligner que la municipalité nous a prêté gracieusement cette salle, ce qui me permet de la remercier en notre nom à tous, et de dire que je tiens ça pour un honneur personnel et que j'espère être à la hauteur. Alors, au fond, comme avant chacune de mes interventions publiques, je m'interroge avec angoisse, c'est qu'est-ce que je peux avoir à leur dire. Ça a été ma question au mois de mai, quand j'ai commencé à agir sur la question de la grippe, parce que finalement, les Français, la majorité des Français avaient compris autant que moi. Je vous rappelle qu'on hésite sur les chiffres, mais il y a 90-95% de gens qui ont refusé de se faire vacciner. Et qu'est-ce que j'avais à dire en plus? Eh bien, j'avais à dire que j'ai senti une indignation des gens, un scepticisme indigné, mais en même temps un scepticisme peut-être qui était diffus, vague, et je me suis dit, voilà, je vais essayer de donner aux gens les concepts, les mots pour le dire, c'est-à-dire un certain nombre de concepts professionnels pour les aider à formaliser leur dissensus, leur désaccord, et ancrer finalement leur opposition citoyenne à la situation qui est en train de se constituer. Et aujourd'hui, alors bon, j'espère effectivement avoir contribué quand même à l'échec du projet gouvernemental de vaccination obligatoire, puisque tel a été quand même mon premier objectif. Je rappelle le journal du dimanche du 30 mai, disant qu'on allait faire une vaccination obligatoire. Et là, je me suis dit, écoute, il faut descendre dans l'arène parce que c'est trop grave, c'est trop grave. Et je persiste à penser rétrospectivement que ça aurait été extrêmement grave. Et aujourd'hui, où la grippe est finie, quoique Mme Bachelot nous dise la campagne vaccinale ne fait que commencer, la grippe est finie, et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Dans mon fief des Yvelines, finalement, j'ai peut-être à faire la synthèse de toutes ces interventions publiques que j'ai faites un peu partout en France et même un peu à l'étranger, à l'incitation chaque fois de gens locaux qui m'ont dit « est-ce que vous viendriez ?» Et ça a permis d'échanger, ça a permis d'avoir un rétro-contrôle sur ce que je disais, sur ce que les gens comprenaient pas, sur s'ils étaient d'accord, pas d'accord, si je les avais suffisamment éclairés. Bref, en quelque sorte, faire peut-être une synthèse ici de tout ce que j'ai appris dans ce voyage ce voyage auprès de la base. Alors, je vais commencer donc par l'actualité en vous parlant de la grippe et en essayant de la grippe porcine et en essayant d'interpréter ce qui s'est passé. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on essaiera de prendre de la hauteur parce que je crois que le titre de mon livre ne soit pas trompeur à ce niveau-là, c'est-à-dire que la grippe, ça n'est qu'un tout petit souci dans ce livre, et ça n'est qu'un tout petit souci pour moi, c'est-à-dire la grippe, ça n'est qu'un exemple de quelque chose de beaucoup plus grave, qui a un historique sur lequel on va revenir, et puis plus encore qui permet d'esquisser des menaces pour l'avenir, des menaces qui pèsent sur nous tous. Et puis enfin, dans la conclusion, on essaiera de conclure comme il se doit.
Alors, la grippe porcine, ce fut quoi? Ce fut une supercherie multidimensionnelle. Alors d'abord, au moment de la naissance de cette supercherie, on retrouve une triple exagération. Exagération qualitative, d'une part, qui vise à faire croire que le nouveau virus porcin, mexicain, comme on l'appelle à l'époque, serait d'une effrayante virulence. Alors comme ça, fin avril, on nous dit il y a 200 morts au Mexique, mais le lendemain, on apprend qu'en reprenant les chiffres, finalement, il n'y en a peut-être que 7. Je n'invente rien. Hein. Bon, donc exagération de la virulence de ce virus nouveau. Exagération qualitative, exagération quantitative, alors que fin juin 2009, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, précédée en cela par les autorités françaises, estimait que l'évidence pandémique était suffisante pour stopper les dénombrements, hein, c'est ce qu'on a tous entendu, il y en a assez, c'est plus la peine de compter. On a appris, mais seulement après, qu'à ce moment, pas plus de 5% des sujets répertoriés comme atteints par la grippe porcine ne l'étaient effectivement lorsqu'on les avait soumis à un test rigoureux, de 3 à 5%. Voilà, je me permettrai, hein, comme on est dans une intervention orale, et que ceux qui m'ont un peu lu savent que j'ai quand même un sens un petit peu obsessionnel des références, je me permettrai de m'auto-référencer, hein, je n'ai pas toute ma bibliothèque avec moi, donc de vous renvoyer alternativement soit à mon site, hein, vous tapez Marc Girard, vous tombez sur mon site internet, soit à mon bouquin, parce que ce sera le moyen le plus simple de le faire. Donc, 3 à 5% des gens qui avaient effectivement la grippe porcine, ça fait donc qu'on a eu une exagération quantitative, vous savez tous compter, petite jeune fille, je suis sûr, on pourrait lui demander, ça fait 20 ou 30 fois plus que le nombre réel, ce qui est quand même quelque chose d'important. Exagération enfin médiatique, ai-je besoin d'insister, depuis le mois d'avril, on ne parle que de ça, ou on n'a parlé que de ça, parce qu'on commence à en parler un peu. Alors donc, voilà, l'alerte est lancée, et ensuite, l'alerte va s'entretenir, là encore, comme une supercherie, et là encore sur la même triple exagération. Exagération qualitative, avec une exagération grossière du nombre de décès. Songez quand même, je vous renvoie au papier de l'Institut de veille sanitaire, qu'il suffisait qu'il y ait le mot grippe sur n'importe quel certificat de décès pour que ce soit classé dans les morts de la grippe. Ce qu'on appelle les morts de la grippe, c'est simplement parce qu'un type qui pensait peut-être à autre chose a écrit grippe, et on dit voilà, encore un mort. Je vous rappelle que, contrairement à ce qui est une évidence assez grave à mon sens, le rôle potentiellement nocif du Tamiflu n'a jamais été pris en compte, c'est-à-dire que quand quelqu'un est mort, des fois dans la demi-journée ou la journée après avoir pris du Tamiflu, c'est quand même une séquence chronologique extrêmement évocatrice pour un spécialiste de toxicité médicamenteuse, bien on n'a jamais considéré que le Tamiflu pût être la cause ou un facteur contributif de la mort. Exagération quantitative, bien sûr, puisque on est arrivé au cercle vicieux, mais rétrospectivement sidérant, d'une définition sémiologique indigente, songez, fièvre à 38 degrés et tout. Voilà ce qu'il fallait pour être diagnostiqué comme atteint par la grippe H1N1. Déjà sémiologie indigente, aggravée par la complaisance des praticiens qui, on a tous connu des gens qui sont allés chez le médecin la goutte au nez, le médecin voulant même pas les recevoir, les renvoyant avec une prescription de 250 masques, du Tamiflu, etc. Et hop, ça rentrait comme ça dans les chiffres de la grippe. On a tous vu à la télé des gamines qui avaient un masque sur le nez, qui n'étaient manifestement pas grippées, mais qui avaient 8 jours sans école, etc. Au Royaume-Uni, il était même possible de faire le diagnostic par téléphone. Alors les gens ne sont pas idiots, ils avaient appris que, c'est très bien qu'il y a plein de gens qui se sont prolongés leur congé payé de cette façon-là. Et puis également des gens qui allaient très gentiment chez leur médecin et qui se trouvaient avec un diagnostic auquel ils n'avaient même pas pensé. Là, je crois quand même, on y reviendra, mais les confrères, ils n'ont pas toujours fait bien leur boulot. Je ne parle pas non plus des chefs d'établissements scolaires qui, pour un oui, pour un non, ont fermé des établissements, sachant qu'en l'espèce, ils ne se feraient pas taper sur les doigts et que ça faisait plaisir à tout le monde. Enfin, donc, exagération qualitative, quantitative, et je reviens, exagération médiatique, avec, d'une part,
l'exclusion des voix discordantes, et je sais de quoi je parle, et d'autre part, une technique sur laquelle j'attire votre attention, qui est la technique de la culture de la peur, hein, c'est la dramatisation de l'anecdotique. Hein. Vous avez, dans les dernières apparitions télé où j'étais, vous avez entendu des gens en face de moi qui disaient « Oh, oh, attendons qu'il y ait un bébé qui meurt et tout. » Bon, ça s'appelle la dramatisation de l'anecdotique. C'est à la fois indigent comme raisonnement et en même temps scandaleux au niveau de l'éthique. Parce que c'est pas je prends toujours l'exemple de l'avion qui s'écrase, vous avez un Airbus qui s'écrase, vous avez 325 morts. Si vous osez dire, oh, moi ça me donne la trouille de prendre l'avion, on vous dit, vous êtes un imbécile, vous comprenez rien aux statistiques. Et là, on vous dit, attendez qu'un bébé décède, et vous n'allez pas. Donc, si vous voulez, cette pandémie aura surtout été, jusqu'à preuve du contraire, un regroupement de rhumes. Et encore aujourd'hui, je maintiens ce que j'ai dit plusieurs fois à la télé, elle est où cette pandémie ? Alors ça me rappelle justement, et ça c'est une vérification qui est facile, puisque l'émission est toujours en ligne, le 28 avril 2009, c'est ma première intervention sur France 24, et alors en 5 minutes, je dis 3 choses. Je dis, ce virus, il n'est pas si virulent que ça. Je pose la question explicitement à qui ça profite, et je lève aussi le lièvre des conflits d'intérêts des experts des administrations nationales et internationales. Donc, je crois que rétrospectivement, et sans me vanter, j'étais quand même pas loin de ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Et alors, le point de détail amusant sur lequel j'attire votre attention, c'est que ce 28 avril, lorsque la télé m'a appelé pour me dire on voudrait bien que vous veniez à un débat sur la grippe, j'ai commencé par refuser en disant moi, c'est pas ma compétence. Je suis pas virologue, je suis pas infectiologue, je sais pas faire. C'est pas mon truc. On dit oui, mais on va parler d'un vaccin, etc. Bon. Donc, si vous voulez, il y a quand même un contraste entre l'acuité du diagnostic que j'ai fait ce jour-là et le fait qu'effectivement, je continue de maintenir ceux d'entre vous qui sont venus ce soir pour apprendre quelque chose sur la grippe, ils se sont trompés d'adresse. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la grippe. Donc, on est là, typiquement, dans le genre de supercherie où le contrepoison est très simple. On s'excuse d'avoir recours à des concepts aussi simples, c'est la culture générale. Alors, cette supercherie grossière, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à m'en être rendu compte, parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart des citoyens l'ont bien perçue comme telle. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont perçu celle-là ? Je crois d'abord qu'ils ont eu le sentiment diffus d'une dramatisation. C'est-à-dire que, à force de vouloir sortir trop vite le mot pandémie qui avait été préparé depuis de longues années, les gens, ils ont fini par voir que la pandémie n'était quand même pas encore là. C'est-à-dire on l'a fait arriver un peu trop vite. Il y a eu une petite erreur de casting. Il y a une terminologie contre-productive aussi. C'est-à-dire la grippe aviaire, rappelez-vous, ça correspondait à une menace qui pouvait parcourir des milliers de kilomètres en un rien de temps, fondre du ciel. C'était l'époque où quand on trouvait un moineau mort, il fallait appeler la police. Ça pouvait être le petit canari qu'on avait offert à la gamine. Enfin, c'était un peu effrayant. Alors, tandis qu'aujourd'hui, je ne sais pas si parmi vous, il y a des agriculteurs, il faut reconnaître que des porcs, ça fait quand même pas partie de notre environnement de tous les jours, à part dans le frigo sous forme de jambon, si vous voulez. Mais donc, c'est vrai que ça ne nous parlait pas beaucoup, et mine de rien, là encore, il y avait une erreur de casting. D'ailleurs, vous remarquerez que très rapidement, on a cessé de parler de grippe porcine, et qu'on a parlé de grippe H1N1, ça faisait beaucoup mieux. Mais le mal était fait, je crois que les gens, ils ne se sentaient pas du tout concernés par la grippe porcine. Je crois aussi que les gens avaient le souvenir récent de cette fameuse grippe aviaire, c'est-à-dire ils se rendaient compte quand même qu'on les avait embêtés pendant des années avec une menace terrible dont on attend toujours la moindre manifestation, et ils se rendaient bien compte que les alarmistes, c'était les mêmes, et que ce sont toujours les mêmes. Je crois aussi que les gens avaient un souvenir subconscient du vaccin contre l'hépatite B et du drame qu'a été ce vaccin dans notre pays, et vous savez que j'ai consacré une certaine énergie à ce problème, et j'y consacre toujours une certaine énergie. Et puis, on y reviendra peut-être à la fin, les gens qui sont beaucoup moins idiots que l'imaginent nos gouvernants ont parfaitement senti d'emblée les incroyables contradictions et invraisemblances de la propagande officielle. C'est-à-dire, on vous disait, voilà, on a arrêté de compter, mais alors on vous sortait, il y a 104 232,4 victimes. Enfin bon, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Alors, j'ai dit tout à l'heure, au fond, la grippe, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'il y a un historique à toutes ces supercheries. Et on retrouve dans cette historique, eh bien, la vaccination contre l'hépatite B,
la grippe aviaire, j'en ai parlé, et ce fameux Gardasil dont vous avez probablement tous entendu parler, qui est ce vaccin supposé prévenir les cancers de l'utérus chez les jeunes filles. Et chaque fois, si vous voulez, c'est très facile à réfuter. Je vous passe les détails, mais vous trouverez ça sur mon site. Donc, supercherie du passé, qui était lourde. Le vaccin contre l'hépatite B, c'est plusieurs dizaines de milliers de victimes dans la tranche d'âge la plus désolante, qui est la tranche d'âge des enfants et des adolescents et des jeunes gens. Gardasil, on sait moins, mais il y en a quand même un certain nombre. Et bien supercherie menaçante pour l'avenir. Hein, c'est-à-dire qu'on commence déjà à nous dire que ce virus H1N1, dont on n'a pas nié finalement rapidement, on a été obligé de reconnaître qu'il était bénin, mais on nous a toujours dit « Oh, attention, il va muter !» Bon, là, il ne va plus muter puisqu'on va resservir les vaccins l'an prochain, puis dans 2 ans, enfin jusqu'à ce qu'il en reste. Hein, c'est comme quand j'étais petit, que je ne voulais pas manger mes haricots verts, il fallait les aller tous les jours comme ça. Bon. Et donc, il ne va plus muter. Bah oui, d'accord, mais s'il ne va plus muter, on sait qu'il est bénin, où est le danger? La grippe aviaire, ça va ressortir aussi. Là, je commence à recevoir des papiers plus ou moins confidentiels. Alors, on va avoir des mélanges de H5N1 et de H1N1. Alors, le H1N1 est supposé très contagieux. D'ailleurs, je ne connais pas de démonstration forte de ça. Le H5N1 est supposé très virulent. Donc là, on va réussir à avoir ce qu'on n'a pas eu avec la grippe porcine. Et puis, il en sort tous les jours. Là, l'autre jour, il y a un journaliste qui m'a appelé. Je ne savais même pas. On est en train de rajouter un vaccin contre la méningite au calendrier vaccinal. Et alors, dans la pub d'Aventis, il y a que... Figurez-vous on sait qu'il y a plus de méningite après les épisodes d'épidémie de grippe. Bon, voilà. C'est l'art de réutiliser les vieux restes. Hein. Donc, si vous voulez, il ne faut pas s'arrêter à ce précédent récent de la grippe porcine, mais appréhender cet épisode comme le révélateur d'un processus bien plus ancien, bien plus profond et bien plus menaçant, qui est celui qui justifie mon engagement à la fois professionnel et politique. Et c'est ce processus dans lequel je voudrais rentrer aujourd'hui. Processus qui, d'abord, implique, alors je suis désolé à l'égard des confrères qui sont là, enfin, je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais qui implique quand même la faillite d'une profession, qui est la profession médicale. Parce que finalement, il ne faut quand même pas exagérer, ce sont des alertes sanitaires. Si la majorité des médecins avaient une position critique, ça ne pourrait pas passer. Alors, ce qui se passe au contraire, c'est les médecins, enfin, quand je dis les médecins, on y reviendra tout à l'heure, c'est pas tous les médecins, mais en tout cas une majorité de médecins, semblent par exemple absolument dépourvus de toute exigence de retour d'expérience personnelle. Par exemple, si c'était vrai qu'il y avait des centaines de milliers d'hépatites graves, on aurait dû forcément en voir dans notre clientèle. Alors, qui en a vu des hépatites graves? Elles sont où ces foules de victimes réputées sans facteur de risque, frappées en pleine jeunesse par une grippe maligne? Qui d'entre vous a vu des grippes malignes? Alors moi, je suis désolé. Il y a 15 ans, j'étais quand même médecin depuis un certain temps. De ma vie, j'avais jamais vu une sclérose en plaques. Aujourd'hui, je vous renvoie le bébé, je vous interroge, tout le monde, même les non-professionnels de santé, le boucher, le menuisier, tout le monde connaît des sclérosés en plaques dans son entourage. Ça veut dire quelque chose. C'est un indicateur lourd sur un plan épidémiologique. Mais qui a vu une hépatite fulminante dans sa vie? Qui a vu une grippe maligne dans sa vie? Bon, alors, il y en a surtout tout le temps un quand je pose la question. Moi j'ai eu, d'accord, mais ça fait quand même une minorité. Également, chez les confrères, il y a eu effondrement des repères méthodologiques les plus élémentaires de la recherche clinique. J'ai parlé de la dramatisation de l'anecdotique. On sait bien que si j'ai eu dans ma clientèle le malheur d'avoir un patient qui est mort avec dans telle ou telle circonstance, jusqu'à preuve du contraire, c'est un patient. Et avant de faire des généralisations, il faut quand même être sûr qu'on puisse faire des généralisations.
Du côté du bénéfice, c'est pareil. On a quand même entendu, je citerai personne, parce que vous savez que globalement, si vous voulez, je passe pas pour quelqu'un qui mâche ses mots, mais les querelles de personnes ne m'intéressent pas. Donc, si vous voulez, je fais allusion à des choses très précises qui impliquent des personnes précises, mais ça ne m'intéresse pas dans le débat public de les nommer. Enfin, je vous renvoie à une émission de télé où j'ai en face de moi un éminent universitaire, hospitalier universitaire, qui dit voici, Tamiflu, ça doit marcher parce qu'on avait un patient à l'hôpital, là, on lui a fait prendre du Tamiflu, maintenant il va bien. Ça fait quand même à peu près 150 ans qu'on ne raisonne plus comme ça en recherche clinique. Enfin, 150 ans, j'exagère, mais à peu près 100 ans quand même. Bon, tout le monde sait bien que c'est pas l'expérience personnelle sur un cas qui dit quoi que ce soit sur l'efficacité ou l'inefficacité. On ne connaît pas un médicament qui soit efficace chez 100% des gens, donc un échec thérapeutique n'est jamais la preuve de l'inefficacité d'un médicament, mais inversement, vous avez tous entendu parler de l'effet placebo, vous avez tous entendu parler des évolutions individuelles, des évolutions spontanées de maladies spontanément régressives. Donc l'impression personnelle sur un médicament, elle ne vaut rien. Et puis, on a vu aussi chez les confrères un manque d'intérêt évident pour le dossier de développement des nouveaux vaccins. Lorsque les nouveaux vaccins ont été mis sur le marché, il y avait un document source, un seul, qui était le rapport d'évaluation de l'Agence européenne, qui avait délivré l'autorisation de mise sur le marché. Eh bien, je n'ai pas vu, je me suis frité à la télé avec un certain nombre de gens éminents, il n'y en avait pas un seul qui non seulement avait eu la décence d'aller voir ce document, mais encore avait même la notion que ce document existait. Or, dans ce document, on apprenait par exemple qu'avec le vaccin de Glaxo, il y avait eu 7 morts chez 2000 patients exposés au vaccin au cours des essais, ce qui est quand même ahurissant pour l'essai d'un médicament à visée préventive quand même. Ce n'était pas un nouvel anticancéreux. Les gens étaient en bonne santé quand on a fait ces tests. Oui. Il y a 7 morts qui étaient au départ en bonne santé. Oui, alors ce que vous dites, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est le rapport dit, mais c'était pas le vaccin. Ah, c'est bien ça. C'était pas le vaccin, mais c'était quoi? Ça, on ne vous le dit pas. Et puis bon, on ne fait pas comme ça en recherche clinique quand même. Et puis, on ne vous dit pas surtout quels sont les critères qui avaient été retenus pour dire ben, ça pourrait être le vaccin. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'on dise que c'était le vaccin? Il y a également 2 enfants sur 400 enfants traités, 2 enfants entre la tranche d'âge c'était 3 et 9 ans, qui ont eu des hépatites auto-immunes. Alors, une hépatite auto-immune pour échapper à une grippe que vous n'êtes pas sûr d'avoir. Ben, bref, j'ai détaillé ça. Je me permets de vous renvoyer à mon site, sur notamment la grippe en moins de 100 questions, où je vaccine mon enfant, point d'interrogation. N'oubliez pas le point d'interrogation, parce qu'il y a des gens qui ont repris ce titre en enlevant le point d'interrogation, ce qui change un peu la tonalité du texte. Bon, voilà. Bon. Je passe un peu vite, mais parce que, si vous voulez, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Puis de toute façon, dans l'exposé, je pointe des pistes, on pourra y revenir en fonction de vos intérêts et des choses que vous n'avez pas nécessairement, que vous voudriez voir détaillées. Effondrement aussi chez les confrères des repères déontologiques, avec une participation active aux mensonges les plus grossiers visant à l'intimidation du public. Dire cette grippe est très grave alors qu'elle ne l'était pas, dire ce vaccin est normal et a été développé dans des conditions normales alors que ce fameux rapport de l'Agence européenne dit textuellement ce vaccin a été développé dans des conditions exceptionnelles. Citation. Alors ça renvoie quand même à un grave problème déontologique, c'est celui du consentement informé. Comment pouvez-vous consentir à un traitement, donc à ces risques, si vous avez été désinformé? Je trouve absolument ahurissant que aussi peu de confrères, plus exactement, comme c'est difficile de savoir ceux qui ont résisté, on a une minorité qui a résisté, mais il y a quand même une majorité qui n'a pas résisté, et je trouve quand même que c'est extrait, on s'est assis là sur un principe médical, et d'ailleurs pharmaceutique, je crois, de consentement informé, et je trouve cette tendance extrêmement préoccupante. On avait vu la même chose, bien sûr, avec le vaccin contre l'hépatite B, et on voit la même chose avec le fameux Gardasil. Également, mépris de l'exigence déontologique et légale de la pharmacovigilance. Là, on a trop de remontées de terrain, c'est-à-dire manifestement des médecins qui refusent de prendre en considération les complications du vaccin, du genre la malheureuse femme enceinte qui avorte dans les heures suivant la vaccination. Lui dit, mais madame, vous savez, une grossesse, on n'est jamais sûr de rien.
Bon, je ne parle pas, ou j'en ai assez parlé, ou j'en reparlerai de l'hypocrisie des experts qui prient la main dans le sac de la dissimulation quant à leur lien d'intérêt, vous disent « Ah bah oui, mais de toute façon, moi, ça me rapporterait. » On en a eu un comme ça qui nous a expliqué qu'il se faisait juste rembourser ses tickets de chemin de fer à mi-tarif. Heureusement qu'il n'y a plus la 3e classe qui nous aurait dit qu'il prenait la 3e classe et qu'il était obligé d'amener son sandwich. Bon, moi, je dis là, il y a quand même quelque chose, il faut arrêter de rigoler quand même. C'est-à-dire que il y a une image d'Épinal du médecin qui donne gratuitement ses soins à l'indigent. On a tous fait le serment d'Hippocrate, je donnerai gratuitement mes soins à l'indigent. Et là, on a des gens qui nous disent sans rire, à la télé, moi je donne mes soins aux riches, ou aux richissimes, parce que l'industrie pharmaceutique c'est quand même richissime, gratuitement. Alors moi je leur dis, écoutez chers confrères, si vous avez du temps, si vous avez de la compétence, je vous en prie, donnez vos soins aux pauvres, il y a besoin. Et je vous assure que l'industrie pharmaceutique trouvera sans peine des experts aussi bons que vous qui, eux, se feront payer. Mais si vous avez du temps, je vous en prie, donnez-le à ceux qui n'ont pas d'argent. Il faut arrêter de se moquer. Alors, l'impunité des experts, bien sûr, pris la main dans le sac. Et puis, ce qui est très frappant, et on y reviendra tout à l'heure dans la conclusion, parce que je trouve ça terriblement effrayant, c'est l'obstination dans l'erreur et dans le mensonge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où c'est que ça devient quand même difficile de dire que cette grippe a été un drame pas possible. Il y en a encore qui le disent, Mme Bachelot. Mais Mme Bachelot, bon, elle n'est pas un expert. Elle se contente d'avoir travaillé avec les experts excellents. Si vous voulez, l'argument indécent développé aujourd'hui, c'est au moment où on a fait cette analyse, c'était la seule qui était possible. Et ceux qui disaient le contraire, c'était des forbans. Dont acte. Et on a notamment Yves Bure, député UDF, UMP, et donc médecin et en charge de beaucoup d'affaires sanitaires, lors de l'audition de Bachelot le 12 janvier dernier à l'Assemblée nationale, qui ne craint pas de traiter les gens qui, comme moi, on dit d'emblée, bon, faut quand même pas exagérer, de dire foireuse de l'Internet. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Alors, c'est un... Moi, je peux me permettre d'ajouter que le professeur Debré dit depuis le début, Bernard Debré, la grippette. Oui, que alors... c'est une grippette, il a même parlé de diarrhée. Oui, tout à fait. Vous tombez... Et on lui a répondu, le professeur Louis Pubasset, chef de service de réanimation à Pitié-Salpêtrière, du manque de responsabilité, puisque l'éthique, n'est-ce pas, c'est que tout le monde se fasse vacciner. Moi, il me semble qu'on adapte facilement l'éthique aux besoins. L'éthique, normalement, c'est des principes. Là, c'est devenu un questionnement. Il y a un glissement sémantique dans le mot éthique. Donc, on fait assaut de vertu. On fait plus éthique. On est bien d'accord. Alors, vous faites bien de parler de Debré, parce que j'allais en parler, mais de façon peut-être un peu plus critique, parce que ce que je trouve inquiétant, effectivement, dans la situation, c'est que, bon, même ceux qui passent pour avoir résisté à la majorité ont tenu des propos que je tiens à tout le moins pour ambigus. Là, je vise précisément Gentilini et Debré. Alors, je cite Gentilini, par exemple. Par ailleurs, on n'a pas beaucoup songé à l'accès au vaccin dans les pays du Sud. Là, c'est un propos, quand vous l'analysez, il y a quand même un double implicite. Grand 1, on ne se prononce pas sur la réalité d'une pandémie. Et si les vaccins sont aussi toxiques que moi je le dis, est-ce que c'est une bonne idée de les envoyer à des gens qui sont encore en plus mauvaise santé? Le principe de précaution est en soi une bonne chose, dit Gentilini. Je reviendrai tout à l'heure au principe de précaution. Je me permets de renvoyer ceux qui sont intéressés au chapitre 4 de mon livre, qui est entièrement consacré à cette perversion du principe de précaution. Compte tenu de l'expérience acquise, poursuit Gentilini, avec le vaccin saisonnier, les laboratoires savent faire. Gentilini n'a jamais dû entendre parler de la revue Cochrane, qui reprend quand même toutes les études des revues Cochrane, qui reprend 40 ans d'études sur les vaccins saisonniers, et qui disent, malheureusement, il n'y a pas de preuve d'efficacité, pas de données rassurantes de tolérance. Donc, le savoir-faire des fabricants, je n'y crois pas. Et alors, ça, la phrase que je trouve, excusez-moi, je m'en excuse auprès des confrères encore, mais je trouve que c'est quand même une hypocrisie médicale caractérisée. Je crois globalement à l'innocuité des vaccins, mais redoute que dans la vaccination de masse, il y ait des incidents collatéraux qui portent préjudice à l'image de la vaccination en général. Donc, je n'ai pas besoin de commenter. Je crois que tout le monde comprend quand même que la vaccination, c'est vachement bien, mais aussi un des emmerdements. Alors, j'en arrive à Debré, quand même, qui dit textuellement, les écoliers, les collégiens, les lycéens doivent se faire vacciner. Je me demande sur quelle base.
Certes, le vaccin a été fait dans l'urgence, mais pas dans la précipitation. Et en tant que spécialiste du médicament qui fait de la recherche clinique depuis 30 ans, je me permets de le contredire sur ce point. Ce vaccin a bien été développé dans une effarante précipitation. Et là encore, je peux me permettre de vous renvoyer à mon site. Et je pense, dit encore Debré, qu'il y a eu hyper-dramatisation des effets négatifs du vaccin. Il fait quoi? Des 7 morts inexpliquées en cours d'un développement clinique. Moi, j'ai encore jamais vu ça. Au total, si vous voulez, certes, on a eu des gens comme Debré, comme Gentilini, qui ont été quand même un petit peu en retrait de l'hystérie globale, mais ce qui me frappe, c'est que chez des gens de ce niveau, il n'y a pas de discours tranché, univoque, ni sur la réalité de l'épidémie, ni sur les déterminants reconstituables d'une telle mystification, c'est-à-dire, je cite en vrac, la corruption des experts, la défaillance des agences sanitaires, la vulnérabilité des praticiens, etc. Alors que, notez, ce sont quand même des hospitalo-universitaires, donc ils pourraient quand même s'interroger sur le type d'enseignement et de formation intellectuelle qu'ils ont donné aux praticiens de base. Excusez-moi d'être méchant, vous pouvez penser que j'aurais dû me faire vacciner contre la rage avant de venir ici. Bon. Et puis alors, Debré aussi, il est compte tenu de sa position, il est drôlement silencieux sur ce dont on va essayer de parler ce soir, et qui était l'idée des organisateurs, sur la sanction politique que devrait mériter un tel scandale. Et je cite là, je reviens à Gentilini, qui est quand même... Gentilini est quelqu'un que je respecte, ancien président de l'Académie de médecine, et qui dit, il y a quelques jours, il dit... Je crains que les erreurs graves de la campagne contre la grippe H1N1 ne portent préjudice au concept de vaccination. Or, bon, moi je crois que l'urgence aujourd'hui n'est pas de défendre le concept de vaccination, dont les opposants ne représentent qu'une infime minorité, globalement impuissant. Même les ligues disent on n'est pas anti-vaccinaliste. Donc l'anti-vaccinalisme, ce n'est pas un problème de santé publique dans ce pays. Mais je crois que l'urgence, c'est de s'inquiéter en médecin des risques propres à l'inconcevable multiplication des immunisations indues et de s'élever en autorité morale de la profession comme est Gentilini contre le dévoiement du secteur vaccinal par les lobbies qui ne servent d'autre valeur que leur profit immédiat. Alors, un tel égarement parmi les éminentes autorités de la profession éclaire a posteriori la passivité des professionnels de base et, je dirais, leur collusion. Donc voilà le petit point sur la grippe et les antécédents de la grippe. Et j'essaye de rentrer maintenant dans une analyse plus politique au sens large, politique épistémologique de toute cette situation. Alors, il y a finalement un certain nombre de partenaires et j'ai retenu pour ce soir les fabricants, les médecins, la justice, les commerciaux et les politiques. J'espère que mon menu, c'est pas le menu de la Saint-Valentin, en tout cas, mais c'est ce que je vous propose ce soir. Alors, les fabricants, il faut quand même voir que l'industrie pharmaceutique, quoi qu'on en dise, je ne sais pas si les éminents pharmaciens qui sont ici vont me contredire, l'industrie pharmaceutique souffre d'une énorme panne de l'innovation depuis environ 30 ans. Alors, de façon non spécifique et d'un point de vue économique, on peut voir dans cette panne la conséquence attendue d'un libéralisme économique prédateur qui exerce ses ravages dans bien d'autres secteurs de l'industrie et qui, indifférent à toute valeur et exclusivement soucieux de maximiser la rentabilité à court terme, saigne les entreprises de leurs compétences, de leurs moyens, de leur motivation. Donc ça, c'est vrai pour le médicament, c'est vrai pour certainement beaucoup d'autres choses. Mais plus spécifiquement, et là je reviens aux médicaments, je crois aussi qu'il y a dans la pharmacie un problème précis qui est celui d'une rentabilité excessive. C'est interroger n'importe quel chasseur de tête, tant soit peu généraliste, il va vous dire, moi j'arrive pas à comprendre pourquoi dès qu'on recrute quelqu'un pour l'industrie pharmaceutique, on a des salaires qui sont décadrés par rapport à n'importe quel autre type de compétences à peu près évident. Or, vous savez comme moi, bon là je suis désolé de faire de la morale de café du commerce, peut-être les philosophes me reprendront là-dessus, mais je pense que quand il y a beaucoup d'argent, il y a quand même une forte incitation aux dérives et une perte de valeur. Alors, en fait, et j'en arrive maintenant au côté scientifique, épistémologique, sur lequel je suis plus à l'aise, parce que c'était plus dans ma compétence, je crois que l'industrie pharmaceutique souffre
aussi d'avoir abandonné le modèle empirique de ce qu'on appelait le screening, qui a eu très mauvaise presse après mai 68, mais à mon avis à tort, pour un modèle réductionniste qui est totalement inopérant. Alors là, je ne rentre pas dans le détail, on pourra en discuter s'il y en a que ça intéresse tout à l'heure, mais je crois qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique fonctionne sur un mauvais modèle, un mauvais paradigme technico-scientifique. Et alors, je crois également que ce milieu de l'industrie pharmaceutique, dont on oublie quand même qu'il a eu une éthique il n'y a pas si longtemps que ça, subit les effets d'une dérive technico-scientifique qu'on retrouve très certainement dans d'autres domaines de l'industrie, s'il y a ici des représentants d'autres secteurs, qui est la dérive de la pratique technico-scientifique vers une assurance qualité de plus en plus formaliste. Et on peut faire un parallèle entre la dérive généralisée de la loi vers une réglementation de plus en plus profuse, à la fois pointilleuse et contournable, et la dérive de la pratique technico-scientifique vers une assurance qualité exagérément formelle, avec chaque fois le souci de la lettre bien davantage que de l'esprit. Alors, on est donc dans un secteur à la dérive, parce que malgré une éthique au moins séculaire, et Dieu sait que la pharmacie a une éthique séculaire et même presque millénaire, qui a nourri l'esprit de la législation et de la réglementation qui en découlait, bien, finalement, l'éthique, c'est quoi? C'est le recours naturel lorsqu'on atteint les inévitables limites de la réglementation. Quand on est dans un job d'ingénieur, dans un job de chercheur, dans un job technico-scientifique, on est constamment aux limites de la réglementation. Et comment est-ce qu'on assume les limites de la réglementation? C'est ce qui s'appelle l'éthique, justement. Voilà. Mais à part la conscience éthique s'émousse dans le harcèlement d'une réglementation qui prétend apporter réponse à tout, alors que ces échecs réitérés vouent simplement une croissance exponentielle. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, en ce moment, dans l'industrie pharmaceutique, une éthique qui s'effiloche de plus en plus et une réglementation qui explose de plus en plus. Et quand il y a des drames, rappelez-vous que j'ai été expert, par exemple, dans l'affaire Bayer, on se rend compte, le retrait de la céliastatine, qui était une staline, on se rend compte que malgré une réglementation qui fait des pavés, des palettes de papier, les erreurs les plus grossières sont faites depuis le tout début du développement et continuent, et qu'aucune des autorités de tutelle n'a la moindre remarque à faire. Alors, la conséquence la plus voyante de cet effritement éthique, c'est le dramatique retour à la mise sous tutelle des pharmaciens. Quand on regarde l'histoire de la pharmacie et de la réglementation pharmaceutique, j'espère que tu ne me contrediras pas, on se rend compte qu'au cours des siècles, les pharmaciens ont vraiment durement essayé d'échapper à la tutelle des médecins. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y a une faculté de pharmacie, qu'il y a un doctorat de pharmacie. Pendant des siècles et des siècles, c'était les médecins qui venaient faire les inscriptions dans les pharmacies, etc. C'est les médecins qui contrôlaient les diplômes des pharmaciens. Et finalement, c'est quasiment au XXe siècle qu'on a vu les pharmaciens se libérer de la tutelle médicale qui pesait sur eux depuis au moins le Moyen-Âge. Or, il faut reconnaître, quand j'ai dit qu'il y a eu une éthique dans l'industrie pharmaceutique, moi je crois que dans l'industrie pharmaceutique, tant que ça a été un job de chimiste et de pharmacien, ça a correctement tourné. Et pourquoi? Parce que la pharmacie, quelque part, c'est quand même un commerce. Et finalement, au cours des siècles, les pharmaciens ont réussi à négocier leur retrait de la tutelle des médecins en mettant au point une éthique commerciale, qui finalement a certainement eu ses dérapages comme toute éthique professionnelle, mais finalement fonctionnait bien. Aujourd'hui, depuis maintenant à peu près 30 ans, on a fait rentrer des médecins en masse dans l'industrie pharmaceutique. Et je soutiens, je m'en excuse si j'ai des confrères médecins dans l'industrie pharmaceutique, je soutiens que les médecins ne sont pas faits pour l'industrie pharmaceutique. Ils y comprennent rien. L'assurance qualité pour un médecin, il ne sait pas ce que c'est. Alors j'ai dit du mal de l'assurance qualité, mais il en faut quand même un tout petit peu, etc., etc. Et si vous voulez, la raison est que nous autres médecins, nous n'avons pas été formés à cette déontologie commerciale. On a été formés à l'éthique du colloque singulier, c'est-à-dire mon patient et moi. Et puis après, c'est un, deux, beaucoup, et on ne sait plus faire. Et si vous prenez par exemple la dramatique histoire de l'hormone de croissance, l'enseignement il est très simple, c'est ce qui se passe, le scandale de l'hormone de croissance, c'est ce qui se passe quand on permet aux médecins de jouer à la marchande. On ne sait pas faire.
Or, aujourd'hui, on se rend compte que l'industrie pharmaceutique est structurée de telle sorte qu'il y a beaucoup de médecins qui sont très souvent en poste de supériorité hiérarchique sur les pharmaciens. Et ma thèse à moi, c'est que ces médecins qui ne sont pas à leur place dans l'industrie pharmaceutique sont les hommes de paille des financiers. Et on se rend compte aussi dans l'histoire de la pharmacie que pendant très longtemps, le pouvoir politique a été très inquiet de la mainmise des financiers sur la pharmacie, que pendant longtemps, il a été interdit d'avoir des capitaux, etc., étrangers aux propriétaires des lieux, etc. Bon. Donc, si vous voulez, il y a une histoire qui me frappe beaucoup, qui est assez récente, qui est l'histoire d'Aventis depuis l'Eurogroupe, depuis la fusion. Il y a une succession de PDG, c'est De Hecke, Le Fur, Fibacher. Bon. De Hecke, rappelez-vous, ça a été dans les 5 meilleurs salaires de France. Ensuite, il y a Le Fur. Et alors, quand Le Fur arrive, De Hecke, tout va bien, etc. Le Fur arrive, la bourse s'écroule, etc. Bon, finalement, Le Fur se fait virer et tout le monde dit bon débarras. Et là, la bourse repart. Et Fibacher maintenant. Or, quel est le problème, à mon sens? Le problème, c'est que De Hecke, c'est quoi? De Hecke, c'est un ancien des arts et métiers, c'est un financier. Fibacher, c'est un financier. Le Fur, c'est un pharmacien. Eh bien, je trouve que c'est inquiétant pour nous, professionnels du médicament, pour nous, professionnels de santé, mais pour vous, citoyens, que lorsque dans l'industrie pharmaceutique, un pharmacien vient à la barre, eh bien c'est le drame. Et je vous invite à réfléchir à cette situation. Alors là-dessus, dans cette situation de crise de l'industrie pharmaceutique, les vaccins comme recours, oui, pourquoi les vaccins? Parce que, si vous voulez, dans cette crise de l'innovation, l'industrie pharmaceutique a vu arriver progressivement, sans trouver de remplaçant, la fin des grands brevets, sans inventer grand-chose pour remplacer, et s'est rendu compte que grâce à une réglementation obsolète, les vaccins, c'était un secteur où c'était facile de faire de l'argent. Et donc, on savait très bien, à partir de la fin des années 90, que l'industrie pharmaceutique allait se refaire une santé ou maintenir sa santé financière sur le secteur des vaccins. Et vous voyez bien que c'est ce qui s'est passé. Je vous renvoie aux résultats financiers d'Aventis qui ont été publiés il y a 2 jours. Vous cherchez. Et bon. Alors pourquoi déjà donc les vaccins sont un secteur, regardez la presse économique, vous voyez bien que le secteur vaccinal en général est celui qui permet à l'industrie de maintenir sa rentabilité insolente. Et pourquoi parmi les vaccins celui contre la grippe tout particulièrement? Tout simplement parce que parmi tous les vaccins, c'est le seul qu'on peut réadministrer tous les ans. Vous n'allez pas vous revacciner tous les ans contre la coqueluche, vous n'allez pas vous revacciner tous les ans contre la rougeole, vous n'allez pas vous revacciner tous les ans contre la polio. Le vaccin contre la grippe est le seul. Alors, savoir si c'est bien techniquement, etc., ça c'est un autre problème dans lequel on n'aura peut-être pas le temps de rentrer ce soir. Moi, je pense que c'est une aberration. Mais en tout cas, c'est le seul où tout le monde, en tout cas la majorité de la profession, admet qu'on peut le ressortir tous les ans. Pas besoin de vous faire un dessin sur la rentabilité de la chose. Alors, d'une certaine façon, quand même, ce qui pose problème, c'est pas tellement l'exigence lucrative de l'industrie pharmaceutique, car c'est pas une exception dans le monde capitaliste, mais parce que toutes les industries cherchent à faire de l'argent, mais c'est les verrous de sécurité qui fonctionnent pas. Et les verrous de sécurité, il y en a plusieurs. C'est l'administration sanitaire, c'est-à-dire l'administration qui délivre les AMM, les autorisations de mise sur le marché, les organismes payeurs, les médecins, la justice et les politiques qui font et qui contrôlent la loi, son adéquation et son application. Alors, les médecins, j'y reviens parce que je crois quand même que globalement, la profession médicale mérite d'être tensée là-dedans. D'une part, je crois qu'il y a une tradition, on l'a vu encore récemment, de panurgisme dans la médecine, et une lâcheté résultante. Enfin, il y a ici des gens qui peuvent raconter que simplement pour annoncer cette conférence, je rappelle que, encore une fois, la mairie, qui n'est pas un repère d'extrémisme islamiste, nous prête cette salle gracieusement. Bien, on a des confrères qui ont dit non, moi je ne peux pas mettre une affiche parce que je risque de me faire suspendre. Vous voyez quand même la prise de risque. Le citacisme quand même de la profession, c'est-à-dire on a entendu des médecins répéter de façon tout à fait acritique des absurdités sur le principe de précaution, etc. Aucune velléité de vérification des sources. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure du rapport de l'agence européenne, quel est celui des confrères qui est allé voir
il est allé voir ce rapport. Je me suis retrouvé à la radio avec un patron de la Pitié-Salpêtrière. Quand j'ai sorti cette histoire des morts au cours du développement, le gars a fini par dire, ce qui est quand même ahurissant, il dit je connais pas le rapport que cite le docteur Girard, mais si c'était vrai ce qu'il dit, les vaccins n'auraient pas eu l'AMR. Quand on est hospitalo-universitaire et qu'on est prié de donner aux jeunes des méthodes intellectuelles de vérification de sources, je trouve quand même que c'est un petit peu préoccupant. Je pense aussi que la profession souffre d'une déontologie trop facilement soluble dans les conflits d'intérêts. Bon, je trouve quand même que, très clairement, la majorité de la profession, notamment dans ses instances syndicales et ordinales, a plus marqué son intérêt sur la part qu'elle pourrait prendre au gâteau de la vaccination que sur, là encore, une position tranchée d'information réelle des patients. Et ce qui me frappe quand même, ça va peut-être vous étonner, c'est que cette caractérisation de la pratique médicale, elle n'est pas nouvelle, elle est très archaïque. Et je trouve que l'analyse qu'en avait fait Molière, voici déjà 3 siècles et demi, est étonnamment moderne. D'une part, par exemple, je pense à l'engrenage traditionnel très efficace entre une minorité d'imposteurs et la majorité de ceux qui répètent la même chose que les imposteurs. Et je cite Molière. C'est qu'il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans l'erreur populaire dont ils profitent, et d'autres qui en profitent sans y être. Votre monsieur Purgon, par exemple, n'y sait point de finesse. C'est un homme tout médecin depuis la tête jusqu'aux pieds, un homme qui croit à ses règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques et qui croirait du crime à vouloir les examiner. Et qui, notez bien le mot, avec une impétuosité de prévention, une raideur de confiance, une brutalité de sens commun et de raison, donne au travers des purgations et des saignées et ne balance aucune chose. C'est de la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera et il ne fera en vous tuant que ce qu'il a fait à sa femme et à ses enfants et ce qu'en a besoin, il ferait à lui-même. Dois-je vous rappeler ces images de ces éminents hospitalo-universitaires se faisant piquer devant les caméras? Dois-je vous rappeler celle de cette éminente universitaire convoquant les télés dans la maternelle où était vaccinée sa petite fille? Écoutons Molière encore. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit et de lui donner ce qui lui manque, lorsqu'il vous parle d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années, il vous dit justement le roman de la médecine. Et j'ai toujours entendu, là c'est moi qui parle, vous avez dû entendre le changement de style, j'ai toujours entendu les responsables du marketing pharmaceutique assurer que la promotion d'un médicament, quel qu'il soit, c'était la capacité à inventer une belle histoire. Et là, force est de reconnaître que la belle histoire qui a vachement bien fonctionné avec le vaccin contre l'hépatite B, qui a pas mal fonctionné avec le Gardasil, elle n'a pas fonctionné pour le vaccin contre la grippe. J'ai parlé aussi de l'esprit d'école et du manque de sens des sources chez les médecins. Écoutez Molière. Mais sur toute chose, ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens. Et il y a également, très frappant chez les médecins, un souci archaïque de logique causale qui en impose encore à beaucoup pour la rigueur scientifique. Je vous rappelle que la logique causale, c'est le mode de raisonnement magique par excellence. C'est la recherche des causes. Je vous renvoie à Lévi-Strauss. C'est pas du tout, contrairement à ce que les gens pensent, le mode de raisonnement scientifique. Eh bien, écoutez Molière, il est ferme dans la dispute, fort comme un Turc, sur ses principes, ne démord jamais de son opinion et poursuit son raisonnement jusque dans les derniers coins de la logique. Alors, vous voyez, je crois, j'ai toujours pensé sur que Molière, c'est pas si archaïque que ça, c'est pas si passé que ça, c'est pas si obsolète que ça, c'est au contraire d'une lucidité asphyxiante et inquiétante pour nous médecins, et je pense qu'on aurait tous très intérêt, tous les médecins, à relire cette pièce avec beaucoup d'attention. Alors, ce bilan sans concession concerne-t-il tous les médecins? Évidemment, non. Je crois que ce serait bête, prétentieux de dire que tout le monde est à mettre dans le même sac. Mais ce qui est vrai, c'est que
la faculté de médecine, enfin la médecine en général, le monde médical, souffre d'une part de cette difficulté qu'on rencontre partout ailleurs dans les domaines technico-scientifiques à gérer le dissensus. C'est toujours difficile de gérer le désaccord. Mais il y a plus spécifiquement à la médecine cet esprit de chapelle dûment relevé par Molière, qui n'a pas fondamentalement changé, et puis un pouvoir considérable de l'institution à exclure les dissidents. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup quand on fait l'expérience. Alors, est-ce que ce bilan sans concession concerne toutes les médecines? Bon, là, je ne veux pas rentrer dans des débats sur médecine parallèle, holistique, etc., etc. Je crois en tout cas que ce bilan n'est pas applicable à d'autres pratiques médicales, sous réserve qu'elles restent enracinées dans leur milieu culturel. Là, je pense plus particulièrement médecine chinoise, etc., certaines pratiques de sorcellerie, mais dans des milieux culturels. Et je suis très, très, très perplexe, moi, sur l'étrange échec de l'ethnopharmacie. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, mais bon, c'est quelque chose à quoi il faudrait réfléchir plus profondément entre professionnels. Et ce bilan sans concession est-il spécifique de la médecine? Non, je crois qu'il se retrouve dans toutes les dynamiques professionnelles de relations inégalitaires. Je pense par exemple à l'enseignement, je pense à la magistrature, je pense à la psychanalyse. Il y a des dérives qui sont propres à des situations intrinsèquement inégalitaires. Mais je n'ai pas fini sur les médecins, parce qu'à côté donc de ce vice, finalement, historiquement ancré dans la psychologie et l'autopréservation de l'espèce, je pense qu'il y a eu un phénomène moderne, beaucoup plus moderne, qui est un bouleversement du marché. À savoir que, on pourrait penser que les limites naturelles du marché médicamenteux, c'est la maladie. Vous ne prenez pas un antimigraineux si vous n'avez pas la migraine, vous prenez encore moins un antimigraineux, un anticancéreux si vous n'avez pas de cancer. Mais ce qui a tout fait changer, c'est le prétexte du préventif. À partir du moment où on veut prévenir, eh bien, la cible pour les médicaments, c'est vous, c'est moi, c'est la petite, c'est tout le monde, c'est les bébés. Alors ça, c'est très intéressant sur un plan, on voit bien l'avantage sur un plan commercial, même si on n'a pas fait HEC, ce qui est mon cas. Mais du point de vue technique qui, moi, m'intéresse, ça amène quand même un problème important au niveau du seul paramètre significatif en matière de médicaments, qui est le rapport bénéfice-risque. Parce que le bénéfice, par exemple, des vaccins devient tellement fin qu'on en est au point de vous parler de bénéfices collectifs. On vous dit, c'est ce qu'on renvoie aujourd'hui à toutes les victimes du vaccin contre l'hépatite B, on leur dit, mais oui, mais c'est vrai que finalement, ils n'avaient pas tellement de risque de contracter l'hépatite B, mais il y avait un bénéfice collectif. Or, bon, moi je veux bien qu'il y ait un bénéfice collectif, ça resterait déjà à démontrer. Mais lequel d'entre nous est prêt à prendre un risque significatif sans bénéfice individuel tangible? Je pense que nous sommes dans une ville très catholique, je pense, mais même avec beaucoup de charité à l'égard de notre prochain, je pense quand même qu'on va y regarder à deux fois. Alors où est le problème? Le problème, c'est que, là, je vous demande de faire, c'est le seul moment où je vous demande de faire un petit effort et de vous rappeler de votre cours de mathématiques du secondaire, c'est qu'on a effectivement un bénéfice qui tend asymptotiquement vers zéro, un bénéfice individuel. Bon. Mais par contre, le risque, lui, il ne peut pas descendre en tout d'une certaine limite. Il est incompressible. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas être anti-vaccinaliste de constater, tout le monde l'admet, que injecter une matière étrangère, bon, il y a forcément des risques de réaction auto-immune, il y a de toute façon dans tout médicament des impuretés, etc., etc. Donc, le risque, lui, il est incompressible. Donc, quand on prend le rapport bénéfice-risque, on a un numérateur qui tend vers zéro, qui est le bénéfice, et un dénominateur qui, lui, ne peut pas descendre en dessous d'une certaine limite. Et là est finalement ce que vous devez garder comme image, c'est-à-dire qu'on est arrivé à des rapports bénéfice-risque insupportables et inacceptables d'un point de vue sociétal. Alors, le problème, quel impact ça a eu sur la pratique médicale? C'est qu'on est passé d'une pratique expérimentale à une pratique captive. Si autrefois, on faisait la promotion pour le médicament typiquement curatif, par exemple, qui est un antibiotique. Bon.
il y a des mignonnes visiteuses médicales viennent vous dire ce truc est génial, etc. Vous commencez à le prescrire. Dès que vous le prescrivez à vos premiers patients, les patients vous appellent au bout de 2 jours, « Docteur, j'arrive pas de vomir, docteur, j'ai la diarrhée, docteur, j'ai des boutons partout ». Ils reviennent, de toute façon, quand vous mettez la bandelette dans les urines, vous vous rendez compte qu'ils sont infectés et que vous allez devoir passer à un autre antibiotique. Bon, de quelque façon que vous preniez les choses, ce truc-là ne deviendra jamais un succès thérapeutique. Vous pouvez faire toute la promotion que vous voulez. Médecins, il y a des médecins qui sont achetables, enfin, ils ont quand même envie de garder leur clientèle. Tandis qu'aujourd'hui, quand vous vaccinez un enfant à la naissance, quand vous prescrivez un anticholestérol à quelqu'un qui a 40 ans dans le monsieur, ça vous ferait moins d'infarctus, etc., etc. Quand vous prescrivez une hormonothérapie à une femme de 48 ans, en lui disant quand vous aurez 85 ans, vous ferez moins de fractures du col du fémur. Quel moyen, à l'échelle d'une pratique individuelle, avez-vous de vérifier, d'avoir un retour d'expérience sur le bien fondé de votre prescription? Zéro. Par conséquent, dans ce type de prescription, qui est aujourd'hui la majeure partie de l'activité médicale, eh bien, vous êtes tout simplement captif d'une information qui vous est donnée par qui, je vous le demande, par l'industrie pharmaceutique. Mais alors, pointer cette question du préventif, c'est là encore élargir le débat qu'on a commencé d'ouvrir ce soir, c'est-à-dire, certes les vaccins, mais pas seulement les vaccins, les hypocholestérolémiants, les mammographies, et patati et patata. Vous voyez qu'on a de quoi faire d'autres conférences, si ça vous intéresse. Alors, bon, voilà donc pour la médecine. Je passe rapidement sur la justice pour dire, la justice, c'est pour l'instant non seulement une garantie d'impunité pour les fauteurs de troubles, mais c'est pas que la justice soit passive. Je vous rappelle quand même que dans l'affaire hépatite B, avec une instruction qui est ouverte depuis 1998 et au pénal, et des centaines d'affaires civiles, actuellement, il y a eu en tout et pour tout, hormis une affaire civile qui a abouti, une seule, il y a eu en tout et pour tout 2 personnes qui ont été sévèrement sanctionnées par la justice, à savoir Madame le bâtonnier mort, principal avocat de victime, qui a été condamné pour violation de secret d'instruction, et moi qui ai subi, comme expert judiciaire, un harcèlement judiciaire sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir dans des interventions ultérieures. Donc, si vous voulez, la justice n'est pas passive, la justice est sélective. J'en viens maintenant à ce qui me paraît plus important, c'est le facteur économique. Je crois d'une part, alors ça fait un peu le pénis de dire ça, mais je crois quand même qu'il y a un problème dans la logique même de la communauté européenne, économique européenne. Si vous prenez les considérants de la directive 65-65, 65 c'est 1965, qui fonde finalement le monde pharmaceutique européen. On a le considérant numéro 2, qui dit « Toute réglementation en matière de production, de distribution ou d'utilisation des médicaments doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique ». Alors, il n'y a rien de nouveau. On trouverait des réglementations pareilles depuis le Moyen-Âge. Les gouvernements, les politiques ont toujours été conscients du risque lié à la diffusion dans la population de médicaments mal contrôlés. Mais il y a un considérant numéro 3. Parce que celui que je vous ai lu, c'est le premier que j'ai lu, mais c'est le considérant numéro 2. Le considérant numéro 3 dit « Écoutez bien, toutefois, ce but doit être atteint par des moyens qui ne puissent pas freiner le développement de l'industrie pharmaceutique et les échanges de médicaments au sein de la communauté. » Bien, je vous le dis, j'ai lu ça récemment à des parlementaires européens, ils étaient assez impressionnés. Par rapport à une profession, la pharmacie, soumise à un contrôle réglementaire depuis des siècles au moins, c'était probablement la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un objectif purement mercantile se trouvait ainsi posé au même niveau que l'impératif catégorique de préserver la santé publique. Et je crois que vous commencez à voir qu'est-ce que c'est, quelles sont les conséquences de cette liberté mercantile. Alors bien entendu, dans cette sauvagerie libérale finalement à laquelle la CE ouvre ses portes, on pourrait parler du rôle des lobbies avec la corruption des responsables administratifs et politiques, on ne citera pas d'exemple. La corruption des experts, j'en ai suffisamment parlé, mais j'ai encore reçu récemment d'un collègue étranger ce commentaire d'apparemment un confrère qui est bien introduit dans les bureaux
dans les bureaux de l'OMS à Genève et qui dit textuellement qu'on est désormais incapable de nettoyer les écuries d'Augias. Ces écuries sont devenues le bureau genevois de l'OMS. On trouve de tout, à commencer par le népotisme, la sottise, l'ignorance, l'incompétence, la cupidité, le copinage.